Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons aborder les BMR, les bactéries multirésistantes. Mais pour bien comprendre ces BMR, il faut aborder certains termes, la flore, le microbiote, la pathogénicité. En effet, ces BMR ne sont pas des bactéries qui sont apparues, ce ne sont pas des bactéries qui sont foncièrement pathogènes, ce sont des bactéries qui nous sont utiles en temps ordinaire et qui sont devenues résistantes aux antibiotiques. Schématiquement, dans votre vie d'humain, on peut dire que vous allez rencontrer des bactéries pathogènes, pathologie, c'est-à-dire des bactéries qui ont la capacité de créer la maladie, ça ce sont des pathogènes ayant une pathogénicité. Et puis vous allez également avoir ce qu'on appelle les bactéries endogènes. Endogènes, bactéries en vous. Comme je vous l'ai déjà expliqué, l'humain est composé de 10 puissance 12 cellules et de 10 puissance 14 bactéries, soit 100 fois plus de bactéries que de cellules. L'humain a donc une capacité à tolérer les bactéries, à les accepter, et même plus, l'humain a besoin des bactéries pour vivre, aussi bien au niveau de sa constitution, de son corps, aussi bien que dans la nature. Sans bactéries, il n'y a pas de lait, sans bactéries, il n'y a pas de légumes, etc., etc. Donc l'humain a cette capacité à vivre à côté des bactéries et à vivre en symbiose avec les bactéries. C'est-à-dire, je te donne, tu me donnes et on s'entraide. Donc dans ces bactéries endogènes, on va rencontrer deux types. On va rencontrer les bactéries qu'on appelle parasitiques, même si le terme n'est pas forcément bon. C'est-à-dire que ce sont des bactéries qu'on va retrouver chez l'humain, comme en flore, d'accord, ça va être leur milieu de vie, mais qui ne vont pas lui être forcément utiles. On peut prendre plusieurs exemples. On peut prendre le staphylocoque doré, qu'on va retrouver chez 30% des humains, c'est-à-dire qu'en France, il y a 21 millions de personnes qui portent le staph doré, principalement au niveau nasal. Donc ça veut dire que si 30% le portent, 70% ne le portent pas, donc c'est pas un germe utile à la vie, on est bien d'accord, puisque 70% ne l'ont pas. Et puis on peut également dire que si 21 millions de personnes le portent en France, ce staph doré, vous voyez bien qu'actuellement, il n'y a pas 21 millions de personnes en train de faire une infection à staph doré. Ce n'est pas quelque chose qui est foncièrement pathogène, ce n'est pas foncièrement utile. On peut également prendre le pneumocoque. Le pneumocoque va vivre en moyenne entre 10 à 20% de la population au niveau du rhinopharynx, avec des poussées chez l'enfant qui vont être à 50%, c'est-à-dire que 50% des enfants porteront le pneumocoque, et parfois dans les crèches on a des taux de détection qui vont jusqu'à 60%, forcément le contact étant assez important. Pareil que pour le staph doré, si 60% le portent, c'est qu'il n'est pas nécessaire à la vie, puisque 40% vivent très bien sans. Par contre, le pneumocoque donnera des pneumopathies, entre autres des pneumopathies à pneumocoque, parce qu'il va se retrouver sur un terrain particulier, sur un terrain avec des facteurs de risque, d'accord, le tabac, l'immunodépression, l'alcoolisme, etc. Et là créera la pathogénicité. Mais vous voyez bien que 50% des enfants ne sont pas en train de faire une pneumopathie à pneumocoque. Ce sont donc des germes endogènes. Si on va plus loin, le germe Neisseria meningitidis, ce germe qui va donner la méningite à méningocoque, cette pathologie qui fait si peur aux parents, il faut quand même voir que ce germe est en moyenne porté par 10% des moins de 15 ans. 10% des moins de 15 ans, il y a 12 millions de moins de 15 ans en France, c'est-à-dire qu'il y a 1,2 million de personnes qui ont le pneumocoque porté au niveau du rhinopharynx. Des méningites bactériennes en France, il y en a 1400. Donc vous voyez bien qu'il n'est pas utile à la vie, le méningocoque, mais que la plupart du temps, quand on le détecte au niveau du rhinopharynx, et qu'il ne va pas à d'autres endroits, il ne crée pas de pathogénicité. Ce sont donc des endogènes qui vivent sur l'homme, pas forcément pathogènes si on ne leur donne pas l'occasion, mais pas nécessaires à la vie. Ça, c'est les parasitiques. Puis, dans les endogènes, vous allez avoir ce qu'on appelle les symbiotiques. Cette fois-ci, les symbiotiques, c'est différent. Ils vont vivre sur l'homme, dans l'homme, mais ils vont être utiles à la vie. Ils vont lui être utiles. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va les rencontrer, exemple d'un endogène le plus connu, l'Escherichia coli. Cet Escherichia coli vit au niveau du tube digestif chez l'humain. 100% des humains ont des Escherichia coli. Proteus mirabilis, 100% des humains ont du Proteus mirabilis. Pourquoi ? Car cette fois-ci, c'est une symbiose. Il va vivre sur vous, profiter de votre chaleur, profiter de vos nutriments, profiter de votre défense, et il va vous offrir en sens inverse de la défense, des fonctions métaboliques, etc., etc. C'est une symbiose, c'est une aide. On ne peut pas vivre sans. Eux pourraient certainement vivre sans nous, mais nous, on ne peut pas vivre sans. On a donc des bactéries pathogènes, bactéries endogènes, sur lesquelles on a des parasitiques et des symbiotiques. Une fois qu'on a compris ça, on a toutes les BMR. Les BMR, ce sont des bactéries multirésistantes. On a créé la résistance. C'est-à-dire que les BMR, aujourd'hui, ce ne sont pas les pathogènes. Ce sont les endogènes. Ce sont nos propres bactéries qui ont subi
trop de traitements antibiotiques et qui sont devenues résistantes aux antibiotiques. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, sur mes 21 millions de porteurs de staph doré, au niveau nasal, d'accord, je vais en avoir 19 millions qui l'auront en forme sensible, ce qu'on appelle le SASM, Staphylococcus aureus sensible à la méticilline, et j'en aurai 2 millions qui vont avoir ce qu'on appelle le SARM, Staphylococcus aureus, pareil, résistant à la méticilline, la forme résistante du staphylocoque doré. C'est donc une BMR, le SARM est une BMR, mais vous voyez bien que ce n'est pas un nouveau virus, une nouvelle bactérie, tout ce que vous voulez, c'est un staph doré résistant à la méticilline. C'est-à-dire qu'il a la même capacité que le sensible à vivre dans le nez sans vous créer de pathogénicité. Vous avez la même capacité corporelle à le tolérer que le staph sensible. De même, pour les bactéries au niveau du tube digestif, qu'on appelle des entérobactéries, entéro-entériques, entérique tube digestif, donc bactéries du tube digestif, ces entérobactéries vont devenir résistantes, et c'est ce qu'on appellera des EBLSE, entérobactéries à bêta-lactamase à spectre étendu. C'est ça la forme résistante. Mais si vous avez une EBLSE, qui devient donc une bactérie multirésistante au niveau de votre tube digestif, comme pour le staph doré résistant tout à l'heure, votre corps tolérera très bien cette entérobactérie, il ne va pas la rejeter naturellement, pour lui c'est une bactérie communote qui en plus a plein de fonctions, l'aide, etc. Lui ne produisant pas d'antibiotiques, le corps, la résistance à l'antibiothérapie pour votre corps n'est pas détectable, d'accord ? Donc il n'y a pas de raison de l'éliminer. C'est ça les BMR. Donc aujourd'hui, dans les BMR, on va avoir le staphylocoque aureus résistant à la méticilline, et on va également avoir les entérobactéries à bêta-lactamase à spectre étendu. Donc, un endogène, des endogènes. Nous n'aurons pas le temps sur cette vidéo de voir une autre résistance qu'on appelle les BHRE, qui est une surrésistance à celle-ci, ce sera le thème d'une autre vidéo. Mais c'est ça les BMR. Les BMR, ce sont donc des bactéries endogènes qui sont devenues résistantes. Pourquoi ces bactéries sont devenues résistantes aux antibiotiques ? Alors vous entendrez encore beaucoup de mauvaise foi qui vont dire c'est pas vrai, c'est pas dû à la consommation d'antibiotiques. Mais si, c'est dû au fait qu'on a surconsommé les antibiotiques, qu'on les a surconsommés. Surconsommer veut donc dire trop consommer et mal consommer, c'est surtout ça le problème. Vous entendrez également souvent dire « Oui, mais les BMR, c'est pas en ville, c'est un problème hospitalier. Ma grand-mère est à l'hôpital, elle est revenue avec une bactérie résistante. » Alors ça, c'est complètement faux, d'accord ? C'est une vision des choses. Je rappelle que l'antibiothérapie en France, sur 100 antibiotiques prescrits en France, 90 qui sont prescrits en ville. Si on remet en DDJ, l'hôpital prescrit 17 fois moins d'antibiotiques que la ville. Pourquoi a-t-on l'impression que les bactéries multirésistantes ne sont qu'un problème hospitalier ? C'est que tout simplement, les prescriptions de ville créent les bactéries multirésistantes, la surprescription, la mauvaise prescription d'antibiotiques en ville va créer les bactéries résistantes, et puis lorsqu'on arrive sur des bactéries résistantes en ville et qu'on ne sait plus les traiter, généralement l'hôpital les récupère, l'hôpital les détecte, et là, c'est l'hôpital qui met à jour le fait que vous portiez une résistance. Ensuite, il peut arriver à l'hôpital, parce que les bactéries résistantes, il y a deux façons, on va dire, de les amplifier. Un, les antibiotiques pour les créer, donc ça les amplifie. Et puis ensuite, il y a les mauvaises conditions d'hygiène lors des soins qui vont vous créer des épidémies. Donc, la multiplication des BMR est basée, 1, sur une meilleure antibiothérapie, 2, sur une meilleure hygiène des soins. Il est bien important de comprendre que si vous portez au niveau du tube digestif des germes sensibles et que vous êtes sujette à faire des cystites, même si vous êtes bourré de germes sensibles, si vous êtes sujette aux cystites, vous ferez des cystites. Par contre, si vous êtes bourré de germes résistants au niveau de votre tube digestif et que vous ne faites jamais de cystite, vous n'êtes pas sujette à la cystite, vous n'avez pas de facteur de risque cystite, vous ne ferez pas de cystite. Le fait d'être bourré de germes résistants n'entraîne pas la maladie. Le fait d'être bourré de germes sensibles ne protège pas des maladies. Mais il est essentiel d'isoler les gens qui portent des bactéries multirésistantes. Pourquoi ? Parce que si dans ma chambre 101, j'ai une patiente qui est bourrée de germes résistants au niveau du tube digestif et qui ne fait jamais ni de cystite ni de pyélonéphrite, c'est juste une porteuse. Elle ne fait pas de maladie, il n'y a pas la pathogénicité, il y a juste la résistance. On isole la résistance. Pourquoi on va l'isoler ? Parce que quand on est à l'hôpital, peut-être que dans la chambre 102, cette patiente qui rentre pour tout autre problème, hypertension, tout ce que vous voulez, je ne parle pas de service de maladies infectieuses, je parle des services en général, cette patiente en chambre 102, qui vient pour son problème médical, elle a une tendance à faire des cystites et des pyélonéphrite, avec ses Escherichia coli.
Mais tous ces Escherichia coli sont sensibles. Si à la fin de l'hospitalisation, vous n'avez pas mis en place les mesures et que vous avez transmis les germes de la 101 vers la 102, en fin d'hospitalisation, vous aurez quoi? Chambre 101, une patiente qui est rentrée avec des BMR, des bactéries multirésistantes au niveau de son tube digestif, qui n'a présenté aucune infection. Et en chambre 102, vous aurez quelqu'un qui cette fois-ci est rentré sans germes résistants, qui maintenant possède à la fin de son hospitalisation, qui va donc avoir des Escherichia coli résistants dans son tube digestif, avec la capacité de faire des cystites et des pyélonéphrite. La prochaine fois que cette patiente fera cystite ou pyélonéphrite, elle le fera peut-être avec son Escherichia coli résistant. Pourquoi il est important de lutter contre cette dissémination des bactéries multirésistantes? Tout simplement parce que ces bactéries, que ce soit le Staph doré ou les Escherichia coli, c'est ce qu'on traite en général le plus en France. Je parle des formes sensibles. En France, on ne passe pas son temps à traiter des bactéries pathogènes. On ne traite pas des milliers de cas de tuberculose. Il y en a 5000 par an en France. Là, en endogène, on parle en millions d'infections chaque année. La plupart des infections cutanées sont dues à des coques, staphylocoques, entérocoques, streptocoques. Les infections urinaires sont principalement dues à des entérobactéries. Tout ce qui est cystite, pyélonéphrite et forcément ce qui peut en découler, les sepsis, etc. Donc on traite principalement nos endogènes. Nos endogènes sont principalement responsables des infections rencontrées en ville mais aussi à l'hôpital. Si on crée des endogènes résistants, il n'y aura pas plus d'infections. Il y aura exactement le même nombre d'infections. La différence, c'est que ces infections seront beaucoup plus dures à traiter. On aura ce qu'on appelle des impasses thérapeutiques. C'est-à-dire qu'une infection à Escherichia coli type pyélonéphrite qu'on savait traiter il y a quelques années, on saura moins bien la traiter, puisqu'on aura moins d'antibiotiques, certainement de moins bons antibiotiques, moins efficaces, moins faciles à donner, parce que IV, parce qu'avec des contre-indications, des néphrotoxiques, etc. Donc plus difficile à mettre en place, donc forcément mis en place certainement dans un système hospitalier ou un système d'hospitalisation à domicile, etc. Donc plus complexe à maîtriser, pas forcément des meilleurs antibiotiques, donc un retard de prise en charge qui peut aggraver, décompenser d'autres maladies et entraîner la mort. Et c'est ça l'antibiorésistance. Vous avez ici cette alerte de l'OMS qui date de 2014 qui vous dit qu'en 2050, la première cause de décès dans le monde sera l'antibiorésistance. 10 millions de morts. C'est pas 10 millions de morts par les infections. C'est mortalité par les infections sur lequel va se rajouter 10 millions de morts. C'est-à-dire qu'il y aura encore le palu, la tuberculose, le choléra, etc. sur lequel va se rajouter des infections qui n'existaient pas avant. Ce seront des infections purement par résistance antibiotique. Des pathologies qu'on aurait su traiter il y a 30 ans et qu'on ne saura plus traiter parce que tout simplement on n'a plus d'antibiotiques. Forcément, vous comprenez bien que si on accumule avec la résistance retard de prise en charge, molécules plus difficiles à donner, plus molécules moins efficaces, le taux de mortalité, morbidité va forcément augmenter et on en arrive à ces chiffres. Donc il est nécessaire de lutter contre ces problèmes d'antibiothérapie, il est nécessaire de mettre en place des mesures de prévention pour éviter qu'elles apparaissent, antibiothérapie, et pour éviter qu'elles se propagent, hygiène, lors des soins. C'est lors des soins, ce sont ce qu'on appelle des infections nosocomiales, et aujourd'hui on appelle ça plutôt des infections associées aux soins, c'est-à-dire que lors du soin, on a contaminé les autres patients. Lors du soin, par les soignants. Les soins à l'hôpital sont faits par les soignants, pas par les familles. Ça aussi, il faut arriver à l'admettre pour pouvoir progresser.